Bonjour, aujourd'hui je vais débuter une petite série de vidéos sur la résistance des matériaux appliqués au génie civil, puisque je vais parler de choses que je connais. Donc, petit plan prévisionnel des vidéos, définition et explication de base. Donc je vais définir ce qu'est la résistance des matériaux, pourquoi, bref, comment, ainsi de suite. On va débuter ensuite l'étude des systèmes simples. Donc par l'étude des systèmes simples, j'entends l'étude des systèmes isostatiques. Si vous ne comprenez pas isostatique, hyperstatique, c'est pas grave. Là, des systèmes hyperstatiques. Donc, voilà, si vous avez pas compris, c'est pas bien méchant. Ensuite, l'étude des systèmes d'arc et des systèmes triangulés. Les systèmes d'arc, c'est les poutres en arc de cercle. Les systèmes triangulés, c'est les treillis, tout simplement, ce qu'on appelle vulgairement les poutres treillis. Dans Google, vous tapez poutre treillis, vous allez tout de suite voir de quoi je parle. Ensuite, nous ferons une abolition des hypothèses simplificatrices de la résistance des matériaux, et qui découlera et on fera de la théorie de l'élasticité. Bon. Tout ça pour faire le but, c'est de faire des réflexions sur les dispositions constructives. C'est-à-dire que la résistance des matériaux va nous servir à introduire d'autres vidéos que je souhaite faire depuis pas mal de temps, qui sont des vidéos sur le béton armé, la construction métallique, enfin bon, bref, ainsi de suite, les ouvrages d'art. Donc, il va falloir qu'on s'y colle. Il va falloir aussi que je fasse des vidéos sur la mécanique des milieux continus. C'est ce qui m'amène directement ici. Qu'est-ce que la résistance des matériaux? La résistance des matériaux découle de la mécanique du milieu solide. Donc c'est l'étude mécanique du milieu solide. Mais seulement mécanique. Pas thermique. Seulement mécanique. Enfin, c'est un petit peu thermique. On peut inclure des petites notions thermiques. Mais c'est surtout mécanique du milieu solide. Ce qui découle de la mécanique des milieux continus. Qu'est-ce que la mécanique des milieux continus? C'est, comme son nom l'indique, la mécanique d'un milieu qui est considéré comme ayant une densité de matière continue. Voilà. Bref. Pour la petite histoire, on introduira ça à un autre moment, en essayant de démystifier la chose et de ne pas rendre ça perméable et incompréhensible. Puisque c'est le gros problème des mathématiques, c'est que pour le commun des mortels, c'est complètement incompréhensible. Il faut vraiment avoir été chercher loin et rester beaucoup de temps devant les équations et essayer de se torturer la tête. Alors bon, je vais essayer de faire simple. Elle sert à décrire simplement les conséquences du chargement d'un système. Donc les conséquences, ce sont ce qu'on appellera les déformations et les contraintes. Et on va essayer de faire ça simplement. On verra quand on fera ce qu'on appelle des cercles de mort, c'est une simple représentation par des cercles de ce qui se passe en un point. On verra que on simplifiera pas mal. Là déjà il y aura déjà pas mal de simplifications. En bref, alors pas en bref, la mécanique permet aussi aux personnes n'ayant pas une intuition correcte, quand je parle d'intuition correcte, ce sont pas des tares, juste que on n'a pas tous la même faculté d'abstraction et ainsi de suite. Donc ce sont des gens qui n'ont pas l'intuition des déformations des structures. Voilà, ils peuvent pas dire comment va se comporter une structure d'un simple coup d'œil. Bon, et bien ça peut être comblé par la résistance des matériaux. En bref, la résistance des matériaux, c'est l'étude approchée des contraintes et des déformations d'un solide appelé poutre. Bref. Voilà.
Alors, nous allons modéliser tout ça. On va parler modélisation. Chaque objet, puisque, petite parenthèse, la résistance des matériaux, on appelle ça aussi mécanique des objets à fibre moyenne. Voilà, pour la petite histoire. Du coup, qu'est-ce qu'une fibre moyenne? Une fibre moyenne, ou une fibre neutre, c'est pareil, on parle de la même chose, c'est une ligne imaginaire passant par tous les centres de gravité des sections. On verra avec la petite vidéo, je vais la mettre, c'est mieux. Voilà, donc là, on parle bien de fibre neutre moyenne. Vous prenez une section. Une section, là dans ce cas-là, c'est une section de type général. Vous prenez, donc du coup là c'est la deuxième section, c'est la section de l'autre côté de l'objet. Vous mettez, on va mettre une section transverse. Là par G on repère des centres de gravité. G c'est pour la première section, Gn c'est pour la dernière, Gi c'est pour l'intermédiaire. Bon, pareil, vous focalisez pas sur les notations, là c'est vraiment juste pour introduire le truc, et ça n'a rien d'important. C'est juste pour vous dire, voilà, on a donc du coup là 3 sections avec 3 centres de gravité. En réalité ici on en aurait une infinité. On n'a représenté que 3, mais il faudrait, si on voudrait faire bien les choses, il faudrait regarder chaque section, le centre de gravité. Bon, là on peut voir que ça suit quand même une fonction. Voilà. Donc ça c'est la fibre moyenne en noir. Ce qui voudrait dire que si on voulait représenter la poutre, on aurait pu représenter que la fibre moyenne. Et en fait, la résistance des matériaux, c'est ça. C'est la modélisation d'un objet, par-delà, la modélisation d'un objet par sa fibre neutre. Fibre moyenne, c'est la même chose. Voilà. Donc excusez, il faut y aller. La vidéo qui sort du cadre. Mauvais cadrage de base. Ça sort pas beaucoup du cadre. Ce qui se passe là n'est pas très important. Voilà, donc là, j'ai considéré que la poutre que j'ai dessinée, qui est une poutre qu'on peut voir dans la vie de tous les jours, ce coup-ci est homogène, ce qui me permet de dire qu'en dessinant les diagonales, eh bien l'intersection diagonale sera le centre de gravité. Là, je fais ça pour les 3 sections, et ensuite, en reliant ces 3 sections, j'obtiens la fibre moyenne de ces 3 sections. Et ce qui fait que, en effaçant tout ce qu'il y a autour, je vais pouvoir obtenir la fibre neutre. Voilà. Alors là, la fibre neutre, je l'ai poursuivi ici et là. Mais si on voudrait vraiment faire ça bien, il faudrait garder exactement la même longueur. C'est-à-dire qu'on aurait dû la stopper ici au centre de gravité là, et ici au centre de gravité là. Voilà. Mais donc du coup, voilà à quoi ressemblerait notre poutre. Voilà, c'est ce que nous dit la résistance des matériaux. C'était la première modélisation. Maintenant, on a plusieurs autres modélisations. La mécanique des milieux continus s'applique au fluide, au gaz et au solide. Pour faire simple, ce sont les 3 milieux qu'on peut considérer comme continus. Or, nous en RDM, les fluides et les gaz, on ne sait pas faire. Simplement pourquoi? Parce que lorsque vous allez mettre une force, par exemple, admettons que vous remplissez votre évier d'eau, vous posez votre main sur l'eau, le poids de votre main, quand vous allez toucher l'eau, ne va pas se répercuter sur l'évier. C'est une aberration. Votre main va s'enfoncer dans l'eau, ça va pas rajouter de poids à l'évier. Voilà. Bon. Eh bien,
Ça par contre, c'est assez facile à comprendre. Dans un solide, c'est pas la même chose. C'est-à-dire vous appuyez sur une table, directement les forces sont retransmises au pied. Vous n'allez pas passer à travers la table. Donc, on va considérer que la résistance du matériau ne s'occupe que de ces cas-là. Donc, que des objets solides qu'on va considérer à faible déformation. Voilà. Les appuis sont normalisés. Donc les appuis, c'est l'interaction entre l'environnement extérieur et le solide que l'on étudie. Donc voilà, les appuis, alors petite parenthèse, on se place dans un plan d'étude. On va essayer au maximum de se placer dans des plans d'étude. La RDM en 3 dimensions, c'est possible. Sauf que d'avoir 3 équations, on a 6 équations à résoudre. C'est la même chose, mais en légèrement plus long à résoudre. Donc tant qu'à faire, autant se placer dans un plan. Honnêtement, c'est plus simple intellectuellement, c'est plus simple. Sachant que si vous prenez 2 plans qui sont orthogonaux, vous avez les 3 dimensions. Ça, on verra ça plus tard quand on fera les modélisations, mais bon, gardez en tête qu'on se fixera des plans d'étude. Donc sur un plan d'étude, vous avez 3 mouvements, 2 translations, une rotation. Voilà, comme sur le schéma ici. Hop, c'est caché. Voilà. Vous avez une translation verticale, on va dire, une translation horizontale et une rotation. Voilà, comme ça. Voilà, donc oui, comme je disais, vous avez ce mouvement-là, et la rotation. L'étude des appuis, les appuis consistent à bloquer ces 3 mouvements de base. On va déjà commencer par bloquer une translation. Donc on va bloquer par exemple la translation sur l'axe vertical. Bloquer une translation s'appelle un appui simple. C'est par exemple, vous posez votre main sur la table, voilà, vous êtes en appui simple sur la table. Il n'y a pas plus bête. Vous n'êtes pas tout à fait en appui simple, puisque l'appui simple considère quand même que vous puissiez avoir une translation suivant cet axe-là. Vous bloquez un axe, mais pas l'autre. Ça veut dire que si vous posez votre main sur la table, il faut que vous soyez bien vertical. Sans ça, vous pourriez glisser. Voilà, tout simplement. C'est comme si on considérait qu'il n'y avait pas de frottement. Voilà, on considérera d'ailleurs qu'il n'y a pas de frottement en résistance des matériaux. Mais ça, toutes les hypothèses comme ça, on verra au moment où on tombera dessus, on se dira tiens, on supprime ça, on supprime ça. Puisqu'en les supprimant tout de suite, le problème c'est qu'on risquera ça nous posera problème en fait. Si on les supprime tout de suite, il y a des systèmes où vous ne pourrez pas les résoudre si vous essayez par exemple de les appliquer à d'autres matières. En génie civil, on les supprimera. On préférera des fois ne pas les supprimer, dans des cas un peu à part, mais voilà. Donc là, si on veut bloquer les 2 translations, on utilise ce qu'on appelle un appui double, ou une articulation. Un appui double, ça consiste à mettre 2 appuis simples dans 2 axes perpendiculaires. Voilà. On le modélise comme ceci. Un simple triangle, donc c'est comme l'appui simple sans les roulettes, si vous préférez. Ce qui lui confère du coup deux réactions, la réaction sans axe et sans axe, voilà, suivant les 2 translations qui ont été bloquées. Ensuite, on va bloquer 2 translations et une rotation. À chaque fois, on enlève 1 degré de liberté. Donc, supprimer une rotation,
ça peut se faire seulement si quelque chose empêche la rotation, donc si jamais on impose un moment résistant ou un couple résistant. Ça, on verra ça en temps voulu, mais gardez ça en un coin de la tête. C'est qu'une rotation est due à ce qu'on appelle un couple ou un moment, et une translation est due à ce qu'on appelle une force. Voilà. Là, vous avez les trois réactions, une réaction verticale, une réaction horizontale et le moment résistant. Voilà. Bref, une fois qu'on a vu les appuis, on peut commencer à s'occuper des degrés d'hyperstatisme ou degrés d'hyperstaticité. C'est pareil, il n'y a pas vraiment de termes. Parmi tous les gens que je côtoie, il y en a pas un qui utilise le même terme. Bon. Donc les degrés d'hyperstatisme et d'hyperstaticité, c'est le nombre de degrés de liberté bloqués en plus des 3 degrés de liberté du plan d'étude, auquel on retire le nombre de relaxations internes. Alors cette phrase-là, elle est dangereuse, oui et non. Elle est applicable seulement à des systèmes, on va dire des systèmes globaux. N'appliquez pas ça à une poutre treillis, par exemple. Dans une poutre treillis, on verra. On généralisera ça et ce sera plus simple. Enfin, plus simple, entre guillemets, mais ça fonctionnera. Donc, si on nomme H ce qu'on appelle le degré d'hyperstaticité, on obtient le nombre de degrés de liberté bloqués, en tout, moins 3, qui sont les 3 degrés de liberté du plan, moins le nombre de degrés relaxés dans la structure, c'est-à-dire le nombre de degrés de liberté que l'on donne en plus à la structure. Si on devait comprendre ça de manière mathématique, pour des gens qui aiment bien les mathématiques, en gros, c'est le nombre d'inconnus, ce qu'on a sur nos réactions là, moins nos 3 équations du plan, puisque sur le plan, du coup, si nous avons 2 translations et une rotation, nous avons une équation sur chaque translation, une équation sur la rotation. Donc 3 équations, moins donc le nombre de degrés relaxés. Les relaxations nous donnent encore des équations à chaque relaxation en fait. Donc l'un dans l'autre, vous faites le nombre d'inconnus moins le nombre d'équations, vous obtenez le même nombre, qui est le degré d'hyperstaticité. Alors si on s'occupe de ce système, alors ce système, nous avons un encastrement ici, donc un encastrement bloque 3 degrés de liberté. Ici nous avons un appui double qui bloque 2 degrés de liberté, donc nous arrivons à un NTL qui vaut 5, auquel on retire les 3 degrés de liberté du plan, donc il nous reste 2, auquel on retire le nombre de degrés de relaxation de la structure. Le nombre de degrés de la relaxation vaut 1. Simplement pourquoi? Simplement grâce à ce qu'on avait appelé une rotule interne. Là, ce disque-là, c'est une rotule interne. Ça signifie quoi? Ça signifie que, en fait, ici, on n'admet pas de rotation dans la structure. Là, par exemple, là, on a 2 barres, on n'admet pas de rotation entre les 2 barres. Pareil, si on coupait ici, entre ce morceau-là et ce morceau-là, pas de rotation possible. Par contre, entre le morceau à gauche de la rotule et le morceau à droite de la rotule, on admet une rotation. Donc on trouve en tout H égale 1. Donc la structure est hyperstatique de degré 1.
Si le degré d'hyperstatisme est inférieur à 0, c'est un mécanisme, ça bouge tout seul. Si le degré d'hyperstatisme est supérieur à 0, on est hyperstatique de degré H, ce qui veut simplement dire que l'on pourrait retirer des appuis, tout simplement. Bon, là par exemple, si on remplaçait par un appui simple, on obtiendrait une structure isostatique, donc facilement étudiable. Voilà. Définition et explication des charges. Alors nous avons deux types de charges. Les charges ponctuelles et les charges réparties. Pour simplifier, les charges ponctuelles, il faut imaginer, vous avez une planche, vous montez sur la planche, vous avez l'équivalent d'une charge ponctuelle. Pour simplifier encore plus, prenez un clou, vous mettez sur une planche, le clou sur la planche. Enfin, vous allez pour planter un clou sur la planche, le clou, quand il est debout sur la planche, ça représente cet effort-là. Maintenant, charge répartie. Pour faire simple, c'est soit le poids propre de la planche, puisque la planche a un poids propre sur toute sa longueur. Ou alors on peut prendre aussi, par exemple, vous allongez sur votre lit, vous représentez une charge répartie sur votre lit. Bon, après ces explications, je vais vous donner deux, trois systèmes que vous pouvez résoudre. Alors là, aujourd'hui, il suffira juste de trouver les degrés d'hyperstaticité. Alors, sur ce premier système, qui est simple, nous avons une poutre, un encastrement, un appui simple. Sur le deuxième, nous avons une poutre en arc et un poteau. Nous avons ces deux barres-là, donc ce qui nous donne une ossature, ça on appelle ça une ossature, avec un appui simple ici, une rotule interne là, et un encastrement ici. Là, pour le troisième, il va falloir faire un effort de modélisation. On va beaucoup parler de modélisation, puisque en fait, des systèmes comme ça n'existe pas dans la nature. En réalité, on a plus des choses comme ça. Quelqu'un nous donne un croquis comme ça, il nous dit voilà, calculez-moi les réactions, bref, calculez-moi la structure. Donc, ici nous avons une fondation, dans un sol. Bon, cette fondation-là, je l'ai mal dessinée, mais là c'est pas grave. Normalement, on devrait poursuivre beaucoup plus bas. Bref, là n'est pas la question. La question est de s'occuper de tout ce qui n'est pas noir, en fait. Là. Donc, le poteau ici est retenu par des cannes d'ancrage au sol. Nous avons ce que l'on pourrait appeler là une console, et ici une nasse. Essayez de me trouver quel est cet appui-là, quelle est ici la liaison entre cette barre-là et cette barre-là, et du coup essayez d'en déduire le degré d'hyperstaticité. Voilà, j'espère avoir été le plus concis possible, et le plus clair aussi. Sur ce, je vous souhaite bonne chance, et lors de la prochaine vidéo, je commencerai par l'explication de ces trois systèmes-là.